J'ai tordu le cou à mon agenda un peu rempli en cette période de l'année pour essayer de proposer d'établir un pont entre une recherche qui est maintenant terminée, je vais y revenir, sur ce que j'avais appelé la circulation totale, et l'utilisation de ce terme total dans l'intitulé de la semaine et de l'ouverture aujourd'hui. Alors ma démarche va être une démarche a priori. Cette approche a priori, elle n'est pas encore normée, mais je mets beaucoup d'efforts pour essayer de l'installer dans le paysage juridique français et à l'étranger. Je pense que nous avons une mine d'or à essayer de faire parler la manière dont nous venons au sujet que nous abordons, avec quelle précompréhension. Oubliez l'acception péjorative de l'a priori. Il ne s'agit pas de choses nécessairement péjoratives comme des biais, des lieux communs. Il s'agit tout simplement d'interroger la manière première dont on comprend les objets en droit pour essayer d'en faire quelque chose. Cette manière première de prendre les objets offre un espace de liberté formidable puisqu'on a le droit de dire des bêtises. On a le droit de dire des choses sans importance. On a le droit de dire des choses qui seront totalement démenties ou écartées par la suite. On s'offre un champ ouvert où on n'a pas de limite. On ne cherche pas à cocher des cases juridiques. On ne cherche pas tout de suite à faire du droit. Juste, on s'interroge soi-même de manière introspective au nom d'un collectif. On peut parler au nom des juristes français, des juristes occidentaux et ainsi de suite, au passé, au présent, au futur. Bref, on essaye d'ouvrir un espace de discussion pour ensuite, dans un deuxième temps, commencer à faire du droit. Alors j'ai rajouté donc dans cet intitulé le mot a priori pour faire le lien avec cette recherche actuelle, en essayant de me demander dans quelle mesure nous aurions quelque chose à gagner, nous juristes, à importer dans le langage du droit une expression, le fait social total, qui est attribué, comme ça a été dit, à Marcel Mauss, et dans quelle mesure ça peut être intéressant ou non. Ou non. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à trancher ce point, je cherche à ouvrir la question. Je ne suis pas sociologue, anthropologue, ethnologue. Marcel Mauss a travaillé sur le don dans une perspective ethnologique. C'est pas du tout, ne relève pas de ma compétence. Je vais vous dire de manière très très libre, a priori, comment moi je comprends le travail de Marcel Mauss et comment il peut être intéressant pour nous. Je dis bien a priori, et non pas comme un spécialiste qualifié pour en parler. D'ailleurs, il y aura une intervention sur ce thème. A priori, Marcel Mauss s'est donné les moyens de découvrir un gros objet. C'est ça que je dirais. Un objet holistique. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Les juristes n'aiment pas les objets holistiques parce que les scientifiques, en général, plus c'est gros, plus ils ont du mal à le cerner, à le modéliser et à le théoriser. Les économistes, par exemple, ne travaillent plus du tout sur des sujets holistiques alors qu'ils l'ont fait à une époque avec une vision d'économie politique qu'ils ont malheureusement largement perdue. Et c'est aussi vrai des juristes qui, à une époque, pensaient avoir les clés en général, pas simplement du droit, mais de la science politique, de l'économie, de la philosophie. Bref, tout un bagage qui leur permettait d'entrer dans les sujets avec un champ de connaissances, pas comme spécialistes, mais qui leur permettait d'appréhender le sujet de manière approfondie. On a perdu cette approche holistique pour des raisons essentiellement de contraintes techniques, qui est capable de prendre des gros objets, c'est pas facile. Et ensuite, il faut quand même être performant, c'est-à-dire qu'il faut dire des choses nouvelles. Et si on veut dire des choses nouvelles, il faut dire des choses très précises. Et techniquement, juridiquement, si on n'a pas un langage extrêmement fouillé et précis, on n'est pas convaincant. Personne ne vous écoute, vous êtes dans les généralités. Bon, bref, vous êtes hors du champ du droit. Eh bien, prendre Marcel Mauss sur le fait social total, c'est accepter que quelqu'un ait découvert, pas par posture, pas parce qu'il se croyait plus intelligent que les autres, ait découvert un objet holistique, c'est-à-dire et constaté à partir d'une analyse de pratique dans des environnements géographiques très différents les uns des autres, qu'il y avait des traits communs à la pratique du don et que ces traits communs formaient un tout qu'il était déraisonnable de couper en petits morceaux
discipline par discipline, en examinant le sujet d'un point de vue politique, économique, social, religieux, et ainsi de suite. Bref, juridique, il cite ici le juridique. Bref, il a accepté d'en faire un tout. Alors ça, c'est une première entrée qui me paraît intéressante. La deuxième entrée, bien sûr, c'est le lien entre fait social et total. Le fait social, vous allez le voir, c'est pas l'entrée qu'on va nécessairement avoir, nous, comme juristes, par rapport au thème de cette semaine. Il y aura peut-être un jour une ethnologie des innovations quantiques. Il y aura peut-être quelqu'un un jour qui dira que les innovations quantiques ont refait la façon de vivre ensemble, y compris d'un point de vue ethnologique. Mais enfin, il faut penser que ce n'est pas pour tout de suite. Donc notre approche n'est pas tellement de saisir la dimension sociale du phénomène, mais son caractère total. Ce tout, alors il dit les tout, T-O-U-T-S, hein, les tout formés par des objets. Et moi, je dirais avec mes mots qu'en gros, Marcel Mauss, avec un terme un peu savant, a convoqué un principe heuristique, c'est-à-dire un outil qui lui a permis de découvrir quelque chose, c'est-à-dire quelque chose de gros, d'engageant, qui mobilise la société tout entière. C'est le point de départ. Alors si on garde cette entrée et qu'on essaye d'en faire quelque chose pour le droit, encore une fois en essayant de peut-être se débarrasser de la dimension sociale qui peut intervenir, hein, les juristes peuvent bien sûr travailler sur le fait social, seul ou avec des sociologues par exemple. Encore une fois, vu le sujet, je pense que c'est pas encore l'heure, mais le jour où l'IA découplée à l'outil quantique, c'est déjà le cas, où ça va être le cas, aura pris sa place, on peut imaginer l'engagement que ça peut avoir pour la société tout entière. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera un jour. Mais en attendant ce moment-là, je voudrais m'attarder sur le mot total. Le mot total, c'est pas un mot du droit, au sens normé du terme. Alors, sans faire de gros efforts, je me rappelle qu'il y a des incapacités totales de travail, par exemple. On parle par exemple d'aliénation totale quand on essaye de comprendre si quelqu'un a son discernement ou pas. C'est un terme qu'on utilise. On parle de guerre totale, mais ce n'est pas vraiment un langage du droit, mais derrière on imagine des choses assez horribles. Bon, bref, donc on a un recours au mot total, mais de manière quasiment périphérique au droit. C'est-à-dire qu'on essaye de décrire par ce mot des phénomènes, des réalités qu'on va essayer d'appréhender par le droit, et c'est quand même bien la position de ce titre, hein, qui est de poser le total comme une manière, une question, tu l'as dit Marina, plus qu'une réponse, pour appréhender cet objet. Alors ce mot total, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que il est holistique, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Donc il nous fait accepter l'idée que nous puissions travailler sur des gros objets, des objets qui nous dépassent et qui nous englobent. Hein, c'est un grand trait, un marqueur de la pensée de Marcel Mauss qui avait été mise en lumière, pour ce que j'en sais, par Lévi-Strauss. L'analyste est embarqué dans le phénomène, il ne le met pas à distance. D'habitude, un bon scientifique met à distance son objet, il n'est pas complètement mangé par l'objet. Et bien là, il dit non, on est face à des phénomènes, des objets qui vous mangent, y compris vous, analystes ou intellectuels, qui essayez de réfléchir sur l'objet. Donc si on accepte de prendre cette dimension holistique et qu'on essaye de la faire parler, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors pour répondre à cette question, je vais décrire un cheminement que celui que j'ai eu modestement dans une recherche antérieure qui est terminée dans le cadre de l'Institut universitaire de France sur la circulation totale. Et je vais repartir d'un a priori. Il faut toujours essayer de prêter attention à la manière dont on entre dans les sujets, avec quelle prédisposition on entre dans les sujets. Et je me rappelle très bien avoir eu une discussion avec un professeur de l'ENS à Paris, Jean-Louis Alperin, qui est un grand professeur de droit historien et théoricien du droit. Et quand j'avais posé l'hypothèse du sujet pour l'Institut universitaire de France, comme je le fais toujours, je vais consulter des gens que j'estime bien plus forts que moi pour tester mes idées et voir comment ils réagissent. Et je lui avais dit, Jean-Louis, moi ce que je veux faire du droit fabriqué par le fait. Je veux prendre des faits tellement puissants qu'ils fabriquent le droit. C'était ça mon entrée.
Alors Jean-Louis, qui est un esprit délié, a souri et il était content. Et il m'a dit, bah oui, ça c'est intéressant. Et donc c'est comme ça que je suis entré dans le sujet. Donc le fait total, c'est prendre quelque chose de tellement gros, tellement puissant, que le juriste ne va pas pouvoir dire ça c'est pas du droit, je le prends si je le veux, quand je veux, comme je veux. Comme nous avons nous l'habitude de faire comme juriste, évidemment je caricature. Là il se le prend en pleine figure et il est obligé de lui faire une place d'une certaine manière, et une place qui n'utilise pas nécessairement les canaux habituels de ses constructions intellectuelles. Hein, vous parliez de catégorie, ça c'est typique des juristes. Est-ce qu'on va en faire une catégorie? Ça c'est une entrée de juriste. Bon, ben, si le fait est total, a priori, donc j'ai le droit de dire des bêtises, les catégories, elles explosent. Et croire que ça va être sa propre catégorie, ça c'est une façon, comme juriste, de se rassurer en quelque sorte. Mais au fond, si l'objet est vraiment très gros, ce sera quand même une catégorie très très grosse qui ne ressemble pas tellement aux catégories du droit qui sont, même si elles peuvent être importantes, qui sont quand même à vocation d'être délimitées. Donc le total, c'est première chose, c'est accepter qu'un fait puisse fabriquer du droit tellement il est puissant. Deuxième élément d'entrée, toujours si je me réfère à mon expérience sur la circulation totale, qui est une expérience parmi d'autres, qui n'a pas à être dupliquée ici, hein, c'est juste un témoignage, un rendu d'expérience. Il y a un autre élément important, c'est que si le fait fabrique le droit, alors on doit abandonner quelque chose auquel on tient beaucoup, nous, juristes, notamment nous, positivistes, c'est quand même notre culture dominante, de considérer que le droit, c'est le fruit de la volonté. Le droit est le produit d'une volonté. Nous avons du droit parce que nous voulons avoir du droit, et nous avons du droit d'une certaine manière parce que nous le voulons bien. Si on est face à des faits qui vous contraignent, des faits tellement puissants, tellement prégnants, qui vous laissent très peu de marge de manœuvre. Il y aura toujours une marge de manœuvre, il y aura toujours de la volonté et du choix, bien sûr. Mais si le fait est extraordinairement contraignant, alors il va falloir accepter qu'on fabrique du droit sans le support majeur de la volonté. C'est-à-dire qu'on le subit, encore une fois, hein, ça nous passe dessus comme un rouleau compresseur, et on doit essayer, toute crêpe qu'on est devenu, d'en faire quelque chose malgré tout. Et ça, c'est un changement d'approche qui mérite d'être réfléchi, spécialement quand on est face à des faits totaux qui risquent de submerger les capacités humaines. Et c'est bien de ça dont vous allez certainement parler. Je ne pourrais pas être là en dehors d'aujourd'hui les autres jours pour des raisons d'obligation professionnelle, mais j'imagine bien que c'est l'objectif de ces journées. Donc, deuxième élément important, le fait total, c'est le fait très gros, mais c'est le fait très gros qui fabrique du droit sans passer par le canal ordinaire de la recherche de volonté. Troisième élément, et je vais terminer par là, le fait total, comment on le caractérise en droit? La manière dont je l'ai traité pour les circulations, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour les innovations totales, et notamment les innovations quantiques, c'est la perte de contrôle. Et là, l'idée, c'était de mettre le roi nu. Bon, c'est pas Catherine, hein, je vous rassure, mais de mettre le roi nu et de considérer que on doit faire du droit, ou on doit réfléchir à faire du droit, non pas pour contrôler la situation, ce qui est le propre de n'importe quelle règle de droit. Le droit, c'est le contrôle, mais faire du droit avec une perte de contrôle et, au besoin, une perte totale de contrôle. Le bouleversement est assez considérable. Pourquoi? Parce que la question qu'on va poser à la règle de droit, c'est pas qui contrôle quoi, puisque par définition, personne ne contrôle plus rien. Si on est vraiment en perte totale de contrôle, ça peut être passager, ce n'est pas nécessairement tout le temps. Eh bien, la question va devenir qui supporte le défaut de contrôle? Vous acceptez de construire un imaginaire juridique sans jamais espérer récupérer le contrôle que vous avez définitivement perdu. Exemple très très simple, les gaz à effet de serre, la circulation des gaz à effet de serre est hors de contrôle. Deuxième exemple très simple, je ne vais pas plus loin, la circulation des données, les pandémies, vous êtes en situation de perte de contrôle. Je précise que le sujet IUF a été posé avant le Covid, mais le Covid m'a aidé à faire comprendre mon sujet. Merci au Covid, mais ce n'est pas moi qui ai foutu le Covid pour autant dans les tuyaux, je vous rassure.
Donc vous voyez bien on change complètement d'approche. L'idée n'est pas de recouvrer le contrôle, c'est d'accepter de vivre en situation de perte de contrôle. Est-ce que le droit sait faire ça? La réponse est oui. Nous avons des régimes. Je prends deux exemples très simples. Les accidents de la circulation, le cas de force majeure, le cas fortuit n'est pas une cause exonératoire. Donc l'accident dont les causes sont inexpliquées, où il y a eu une perte de contrôle de tous, potentiellement, pas simplement du conducteur ou du gardien du véhicule, entraîne un régime de responsabilité. Et on a construit la solution comme ça. Le risque nucléaire, c'est pareil. Quand ça pète au niveau nucléaire, les outils internationaux dont nous disposons, le nucléaire civil, bien sûr, disposons actuellement, mettent en place des systèmes de responsabilité où on mutualise un risque basé sur la perte totale de contrôle. Alors, si je reviens au début, c'est-à-dire au sujet, à la question a priori, encore une fois, je ne sais pas si ce cheminement à propos des circulations a une valeur quelconque pour l'objet innovation totale, mais je voulais juste partager ce cheminement de travail qui m'a amené à accomplir ces différentes étapes et qui a donné lieu à différentes productions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.